Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Alors aujourd'hui je vais continuer avec cette série de vidéos sur les vitamines. Alors jusqu'à maintenant nous avons vu ce qu'est la vitamine A et notamment quels sont les pigments de la vitamine A. Je vous rappelle que la stazoxine et la zéaxanthine sont extrêmement puissants, ce sont des antioxydants extrêmement puissants qui sont donc des pigments de la vitamine A. Ensuite, on a vu différentes vitamines du groupe B, telles que la vitamine B1, qui est un puissant antidote, on va dire, contre la maladie de Korsakoff. Elle permet de prévenir l'apparition de maladies comme l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Également, c'est vrai qu'un manque de vitamine B1 peut être à l'origine de l'apparition du beriberi. Ça, donc on a vu de la vitamine B1, ensuite on a vu la vitamine B2, la vitamine B3 qui était importante pour lutter contre la pélagre. Ensuite on a vu la vitamine B5, la vitamine B8, la biotine qui est très importante pour la santé de la peau, des ongles, des yeux, des cheveux. Ensuite on a vu la vitamine B6 également, ça j'oublie, qui est très important. Ensuite on a vu la vitamine B9. Et puis, c'était la dernière vitamine qu'on avait vue, donc l'acide folique, la vitamine B9. Et là, aujourd'hui, on va continuer dans la foulée, cette fois-ci vers une vitamine dont vous entendez très souvent parler, qui est donc la vitamine B12. Je vous rappelle à nouveau que tout le contenu de ce que je vous transmets maintenant sur cette série de vitamines se trouve directement dans mon livre « Et si vous restiez jeune et heureux ». Voilà, et je vous rappelle, comme je disais la dernière fois, que pour la fin de l'année, je ferai une version numéro 2 de mon livre, une version 2.0, qui elle sera plus riche en informations encore. Je vais rajouter au moins 30-40 pages minimum, et également faire quelques petites corrections, pas bien méchantes, mais quelques petites corrections. Et voilà. Allez, on va continuer cette fois-ci avec la vitamine B12, qui est donc la cobalamine. Alors, possédant un noyau avec un atome de cobalt, lui valant son nom de cobalamine, la vitamine B12 est synthétisée en très petite quantité par certaines bactéries du microbiote intestinal, puis stockée dans différents organes tels que la rate, le foie en grande quantité, le cœur, et ce durant plusieurs années, si bien qu'une carence en vitamine B12 se déclare que très tardivement. Alors effectivement, c'est ce qui différencie la vitamine B12 vis-à-vis des autres vitamines du groupe B, qui sont donc des vitamines hydrosolubles. C'est que même, malgré qu'elle soit une vitamine hydrosoluble, elle est stockée dans l'organisme. Dans notre société moderne et industrialisée, un apport exogène en vitamine B12 est indispensable. Et ça, nous allons le voir pourquoi. Alors c'est vrai que souvent on entend parler que seuls les végétaliens ou les végétariens manquent de vitamine B12 et que ceux qui mangent de la viande, etc., n'ont aucun problème à ce niveau-là. En fait, c'est totalement faux et ça, on va le voir pourquoi. On va voir un peu les coulisses de la vitamine B12 pour mieux comprendre ce phénomène. Alors, pour que la vitamine B12 soit correctement absorbée, elle doit être en présence d'acide chlorhydrique, puis associée à une glycoprotéine sécrétée par les cellules de la muqueuse de l'estomac, qui sont appelés le facteur intrinsèque gastrique, assurant sa bonne absorption intestinale, si bien qu'une bonne sécrétion d'acide gastrique est indispensable à sa bonne absorption, car la vitamine B12 est chimiquement liée aux protéines présentes dans les aliments ingérés, et cette liaison chimique est brisée sous l'action des acides de l'estomac et d'enzymes digestives appelées pepsines, pour qu'ensuite elle puisse se lier avec le facteur intrinsèque gastrique dans l'intestin, assurant ainsi son absorption. Malheureusement, l'alimentation industrielle altère la production d'acide gastrique et la grande majorité des gens n'en produisent plus suffisamment, notamment les personnes âgées. Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est que la vitamine B12 est chimiquement liée à des protéines. Et afin que la vitamine B12 puisse être assimilée, eh bien, il va falloir que cette liaison qu'elle a avec une protéine soit brisée. Et pour que cette liaison biochimique soit brisée, eh bien, pour ça, il faut de l'acide chlorhydrique, qui est présent donc dans l'estomac. Le problème, c'est que de nos jours, de plus en plus de gens, la grande majorité des gens, mangent
une alimentation qui est complètement industrialisée. Une alimentation acidifiante d'une part, mais surtout qui fait que notre estomac produit beaucoup moins d'acide chlorhydrique que jadis. Donc ça veut dire que même si vous êtes omnivore, eh bien très probablement votre estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique. Et même si votre alimentation contient de la vitamine B12, étant donné qu'elle est liée à une protéine, eh bien votre acide gastrique n'est pas assez puissant pour briser cette liaison chimique. Si bien que la grande majorité des gens peuvent très facilement, à la longue, se retrouver en déficit de vitamine B12. Donc c'est pas un problème qui est unique aux végétariens ou végétaliens, ça ce sont des conneries. Allez, je continue. En amont, une autre glycoprotéine sécrétée par les glandes salivaires, appelée aptocorine ou transcobalamine 1, protège la vitamine B12 de l'acide chlorhydrique afin qu'elle puisse passer et qu'elle puisse traverser l'estomac sans être détruite. Alors effectivement, il faut que la vitamine B12 soit protégée de l'acide chlorhydrique. Et justement, une glycoprotéine est sécrétée par les glandes salivaires, la transcobalamine 1, qui va la protéger. Une fois que la molécule combinant la cobalamine, la B12 et l'aptocorine arrive dans la partie supérieure de l'intestin, qui est donc le duodénum, les enzymes sécrétées par le pancréas dissolvent l'aptocorine et le complexe cobalamine, facteur intrinsèque gastrique, est absorbé par les cellules intestinales où la cobalamine se dissocie à nouveau pour se lier à une nouvelle protéine appelée transcobalamine 2 afin d'être transportée dans le sang en direction du foie. Donc voilà, vous avez bien compris que il est important d'avoir un bon acide gastrique de manière à dissocier cette protéine. Et ensuite, la production de transcobalamine 1 est très importante pour protéger justement la vitamine B12 de l'acide produite par l'estomac. Donc on va continuer. Vous avez bien compris que toute anomalie ou pathologie gastrique et intestinale peuvent être à l'origine d'une mauvaise absorption de la vitamine B12, telle que par exemple la consommation excessive d'alcool à nouveau. On a déjà vu tous les problèmes qu'engendre la consommation excessive d'alcool avec les autres vitamines du groupe B. Et là, il en est de même pour la vitamine B12. Donc, je vous laisse imaginer les désastres physiologiques que peuvent entraîner la consommation excessive d'alcool. C'est un désastre. Également, qu'est-ce qui va entraver une bonne absorption de la vitamine B12? Bien, la prise de médicaments antiacides, un ulcère, une tumeur ou une gastrectomie, etc. Car elles influent directement sur les muqueuses de l'estomac et donc sont responsables d'une baisse de l'acidité gastrique. Et comme je vous ai expliqué, pour que la vitamine B12 puisse être assimilée au niveau intestinal, il faut que préalablement elle soit dissociée de la protéine avec laquelle elle était liée. Donc pour ça, il faut une bonne acidité gastrique. C'est pour ça que si vous avez des problèmes tels qu'un ulcère, si vous prenez des antiacides, etc., eh bien cela va impacter très fortement les capacités à votre organisme de pouvoir absorber de la vitamine B12. Étant donné qu'environ 50% de la cobalamine est stockée dans le foie, les troubles hépatiques tels que la jaunisse, insuffisance hépatique, etc. vont interférer avec son stockage. Dans le cas de la maladie auto-immune de Birmer, B-I-E-R-M-E-R, je vais le marquer en dessous, des anticorps s'attaquent aux facteurs intrinsèques et aux cellules de la muqueuse de l'estomac, entraînant une malabsorption de la cobalamine. Donc, en conclusion, que vous adoptiez une alimentation végétalienne ou omnivore, il est recommandé dans les deux cas de se supplémenter en vitamine B12, car beaucoup de gens dans notre société occidentale ne produisent pas suffisamment d'acide gastrique. Les végétaux ne contiennent pas de vitamine B12, par contre, les abats, les fruits de mer, les poissons gras et les œufs en contiennent beaucoup, mais chimiquement liés à des protéines. Par conséquent, si votre production d'acide gastrique est trop faible,
vous risquez de ne pas en absorber suffisamment. Donc la B12 contenue dans les suppléments n'est pas liée à des protéines. Si bien que même en cas de faible acidité gastrique, votre organisme peut la métaboliser. C'est pour ça qu'il est important de se supplémenter en B12, parce qu'elle n'est pas liée à des protéines. La cobalamine est le plus souvent supplémentée sous une forme synthétique stable, mais non active, la cyanocobalamine, qu'on trouve souvent dans la levure de bière. C'est supplémenté dans la levure de bière, notamment la marque Juvamine. Il y a pas mal de vitamine B12 dedans, mais sous forme de cyanocobalamine. Donc c'est une forme synthétique. Qui est ensuite, donc cette forme, la cyanocobalamine, pardon, est ensuite synthétisée en sa forme naturelle, qui est l'hydroxocobalamine, qui est le précurseur des formes biologiquement actives, que sont la méthylcobalamine, qui intervient dans le processus de modification chimique de l'homocystéine en méthionine, ça j'en avais déjà parlé, et l'adénosylcobalamine, qui elle a une action mitochondriale. Donc je me supplémente avec toutes les vitamines du groupe B et notamment que des formes actives. Donc pour la vitamine B12, les deux formes actives que j'ai dans les suppléments que je prends, c'est la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine. Ceci dit, certaines firmes proposent leurs suppléments de vitamine B12 directement sous forme naturelle, bioactive et hautement assimilable, que sont la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine. Beaucoup de vendeurs clament que la spiruline, qui est une cyanobactérie et non pas une algue d'eau douce, c'est un peu différent, est une excellente source pour se complémenter en vitamine B12. Mais ils oublient souvent de mentionner que cette dernière est présente sous une forme peu assimilable, qu'est la pseudocobalamine. Par contre, la Chlorella vulgaris, qui elle est une microalgue unicellulaire, la chlorelle, contient de la cobalamine assimilable. Donc si vous voulez avoir une source naturelle de cobalamine qui soit hautement assimilable, et bien dans ce cas-là, moi je vous conseille de prendre de la chlorelle. L'une des meilleures marques que je puisse recommander pour la chlorelle, elle est cultivée en Allemagne dans une compagnie qui s'appelle Ichlorial. Je vais le marquer en dessous. Et c'est là que je prends ma chlorelle lorsque j'en prends, parce que en fait cette chlorelle, elle est cultivée sous tube de verre. Il faut savoir que la chlorelle est un chélateur relativement puissant, donc il a tendance à capter tous les métaux lourds, etc. Donc il faut vraiment que la culture de chlorelle soit totalement isolée. Et justement dans cette compagnie Ichlorial, eh bien, la chlorelle est cultivée sous tube de verre. Donc elle est totalement protégée de l'extérieur. Et donc dans ce cas-là, la chlorelle ne peut pas capter les métaux lourds présents à l'extérieur dans l'air avec de la pollution. Alors, la vitamine B12 est hautement biodisponible dans les aliments suivants, à savoir les compléments tels que la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine, les huîtres et les palourdes, la levure de bière, alors sous forme de cyanocobalamine, la chlorelle sous une forme hautement bioassimilable, les œufs de pâturage naturellement, surtout pas les œufs industriels, le fromage cru bio. Alors quels sont ces bienfaits? Il faut savoir que lorsque la vitamine B12 est associée à la vitamine B9, eh bien, elle réduit le taux d'homocystéine dans le sang. C'est-à-dire, cela va entraîner une diminution des risques cardiovasculaires. Donc je répète, associée à la B9, elle réduit le taux d'homocystéine dans le sang. Elle participe à la formation et à la maturation des globules rouges. Elle participe au renouvellement des cellules. Très important, ça écoutez bien, à la formation de la myéline, qui est donc une membrane grasse qui protège les fibres nerveuses. Et elle participe également, et ça c'est très important, à la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Voilà donc pour la vitamine B12. Donc vous avez bien compris que dans tous les cas de figure, il faut se supplémenter en vitamine B12. Voilà. Maintenant, on va continuer. Alors, je vous avais dit que je vous parlerai d'une ex-vitamine qui est donc la vitamine B15, qui est donc la DMG, la diméthylglycine. Alors, cette ex-vitamine dérivée de la L-glycine, un acide aminé non essentiel,
n'est pas considérée comme une vitamine à part entière, mais plutôt comme un antioxydant synthétisé par le corps humain dans le processus de transformation de l'homocystéine. Néanmoins, elle possède de nombreux atouts qui en font une pseudo-vitamine très populaire dans le milieu sportif et notamment en Russie. En effet, elle agit comme un tampon contre l'accumulation d'acide lactique dans les muscles, permettant une meilleure oxygénation des cellules musculaires lors de l'effort. D'autre part, elle favorise l'oxygénation cellulaire en intensifiant le transport de l'oxygène et diminue la dépense de glycogène, faisant d'elle une alliée des sportifs de haut niveau en augmentant leur capacité physique. Pour comprendre l'engouement vis-à-vis de la vitamine B15, il faut survoler, ça j'ai bien mis entre guillemets, le cycle biochimique et complexe de la méthylation. Alors, la méthylation, qu'est-ce que c'est? La méthylation consiste à transmettre un groupe méthyle, je le marque en dessous, d'une molécule vers une autre. Ce groupe méthyle est constitué d'un atome de carbone qui lui-même est lié à 3 atomes d'hydrogène. Aussi anodin puisse-t-il paraître, ce phénomène se produit des centaines de millions de fois chaque seconde. En fait, notre corps est une véritable usine biochimique. Plus on plonge dans les méandres de la biochimie, du fonctionnement du corps, et plus on s'aperçoit que nous sommes des machines extraordinaires. Donc ce phénomène se produit des centaines de millions de fois chaque seconde, assurant un immense panel de fonctions métaboliques. Afin que le cycle de méthylation puisse s'opérer, il lui faut absolument en amont la méthionine, qui est un acide aminé essentiel apporté par l'alimentation. Cependant, pour que cet acide aminé puisse céder un groupe méthyle à une autre molécule, il doit être synthétisé par une transférase, qui est donc une enzyme, en sa forme active, qu'est la S-adénosyl L-méthionine. Alors, la S-adénosyl L-méthionine s'appelle SAMe. Souvent on dit la SAMI. Alors c'est pas Scooby-Doo. Hein. Donc, je répète. Donc pour que cet acide aminé puisse aider un groupe méthyle à une molécule, il doit être synthétisé par une transférase en sa forme active qui est la S-adénosyl L-méthionine SAMI, en se combinant avec une molécule d'adénosyl triphosphate, l'ATP, qui est donc notre carburant, on fonctionne à l'ATP, dont le rôle consiste à fournir de l'énergie à toutes les cellules du corps. La SAMI, c'est-à-dire S-adénosyl L-méthionine, agit comme un des principaux donneurs de méthyle. Une fois que la SAMI a cédé son groupe méthyle, elle se transforme en une nouvelle molécule qui est la S-adénosyl L-homocystéine, SAH, pour se dégrader finalement en homocystéine, après avoir libéré sa molécule d'ATP. Voilà. En fait, c'est ça les processus biochimiques. Il y a des échanges qui se font, des molécules qui s'échangent, également au niveau subatomique, il y a des échanges d'électrons, parfois on cède un électron, parfois on capte un électron. Et ça se passe des milliards de fois dans le corps, c'est complètement extraordinaire. Alors l'homocystéine, en trop grande quantité, est toxique, et ça c'est important de le savoir, pour l'organisme, car elle peut endommager l'ADN. Par conséquent, elle doit être rapidement recyclée en méthionine et en cystéine par des processus de transméthylation via une enzyme qui s'appelle la méthyltransférase, consistant à transférer un groupe méthyle d'une molécule à une autre par le biais de diverses voies métaboliques, et ce, en mobilisant des nutriments indispensables tels que les folates, B9, la vitamine B12 et la vitamine B6 pour la voie principale, et la trimésylglycine, la TMG, appelée bétaïne, pour la voie mineure. Donc la méthylation s'opère sur un très large champ d'action, incluant les lipides, les protéines, l'ADN, etc. Donc formée à partir de la bétaïne, c'est-à-dire la trimésylglycine, la TMG,
La popularité de la diméthylglycine réside dans le fait qu'elle joue un rôle de cofacteur dans les méthylations intervenant dans énormément de processus biochimiques, modifiant ainsi la structure et donc la fonction de nombreux composants indispensables au bon fonctionnement du corps. L'homocystéine doit être impérativement recyclée rapidement, sinon elle devient toxique pour l'organisme et peut être responsable de dysfonctionnement des cellules nerveuses, les synapses, et de la mort cellulaire, comme vous pouvez le constater dans le cadre que je vais vous montrer ici sur l'écran. Des cancers et des maladies neurodégénératives seraient liés à des taux élevés d'homocystéine. La diméthylglycine DMG intervient dans le cycle de la méthionine. On peut le voir si vous, toujours, puisque vous l'avez à l'écran, dans le cadre supérieur droit, on peut voir le cycle de la méthionine et notamment, vous pouvez voir après la bétaïne qui est donc la TMG, la DMG qui participe donc au cycle de la méthionine qui va être transformée en homocystéine et à nouveau l'homocystéine va être recyclée. Donc finalement, si on regarde bien sur l'écran, si on regarde bien ce schéma, on peut voir qu'il y a, on va dire, 3 voies de recyclage de la méthionine. Il y a le cycle mineur, donc qui se fait avec la TMG, DMG, etc. Ensuite, il y a le cycle du folate et un autre cycle qui s'appelle la transsulfuration par l'intermédiaire de la sérine. Donc, la diméthylglycine intervient dans la détoxification du foie et joue un rôle dans la régulation des graisses en diminuant les taux élevés de cholestérol et de triglycérides. Elle facilite la production de neurotransmetteurs ayant des effets cognitifs très importants. Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et renforce le système immunitaire. De par ses nombreuses fonctions métaboliques, elle est utilisée pour traiter les problèmes liés à l'alcoolisme, certains cancers pour ses propriétés antitumorales, l'autisme, les troubles neurologiques, l'arthrose, le diabète, les pathologies d'origine cardiovasculaire. Ces effets thérapeutiques sont si vastes qu'un livre est exclusivement consacré à la vitamine B15. C'est un livre qui a été écrit par Marcus Adams qui s'intitule « Vitamine B15, acide pangamique, un médicament de pouvoir supprimé ». Point d'interrogation. La diméthylglycine est disponible en complément alimentaire. La méthylation, comme vous avez pu le constater, nécessite des nutriments indispensables qui doivent être apportés par une alimentation riche en folate, donc la vitamine B9. Et donc on va obtenir de la B9 à travers la consommation de légumes à feuilles vertes, la levure de bière, la levure nutritionnelle en sont extrêmement riches, ou une supplémentation de la forme active de la B9 qui est la L5-méthylfolate. C'est ce que je prends d'ailleurs dans les compléments de groupe B que j'ai. Une supplémentation en vitamine B12 sous ses formes biologiquement actives, notamment la méthylcobalamine et l'adénosylcobalamine, de la B6, idéalement sous sa forme active, de la TMG, de la triméthylglycine. Ça, j'en prends également en supplément. Toutes ces substances vitales sous leur forme active sont disponibles dans des complexes multivitamines hautement qualitatifs et dans ce cadre, je vous recommande fortement les produits de la marque Sunday Natural. Voilà les amis, écoutez, là j'ai fait le tour maintenant de toutes les vitamines B. Ça fait déjà beaucoup d'informations parce qu'on est déjà à 23 minutes de vidéo. Voilà, donc je ne peux que vous recommander de vous supplémenter avec des vitamines B qui soient qualitatives. Consommez de la levure nutritionnelle, elle est fantastique, on en trouve chez Biocop. Consommez de la chlorelle pour la vitamine B12, elle est fantastique. Et surtout, il y a un panel très large d'aliments, beaucoup de feuilles vertes, des algues, je prends du plasma de Quinton, des suppléments, etc. Essayez de diversifier au maximum vos apports en nutriments, en micronutriments. C'est très important parce que la santé c'est tout, hein. Je prends toujours cet exemple, celui de Steve Jobs, qui était milliardaire, donc le créateur d'Apple. Et je peux vous assurer que si quelqu'un était venu avec un biochimiste était venu avec une pilule miracle en lui disant « Écoute, Steve, voici cette pilule, je te la donne et ton cancer va disparaître d'ici 2 semaines, tu vas retrouver la forme, dans 1 mois tu pèteras la forme et tu ne seras plus jamais malade. »
mais en contrepartie, tu dois me donner toute ta fortune. Et bien, je peux vous assurer que Steve Jobs aurait donné tout ce qu'il avait, tous ses comptes en banque, tout ce qu'il possédait pour retrouver la santé. Voilà, donc la santé, c'est tout. Hein. On a beau avoir des centaines de millions sur des dizaines de comptes en banque ou avoir 15 baraques et des yachts, etc. Si on n'a pas la santé, la vie ne vaut strictement rien. Donc moi, je vous conseille très fortement de vous concentrer sur ça et d'avoir une santé supérieure. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un bel été, voilà. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera probablement publiée mercredi. Ça sera sur la vitamine C et peut-être la D3, K2, on verra. Allez, ciao ciao, c'était Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse?